Rebonjour, nous sommes donc toujours le 6 août 2014 et je voudrais vous parler, toujours dans cette réflexion méthodologique et épistémologique, de la question du manque, rien de l'absence, ou si on préfère de la dialectique de la présence et de l'absence, et de la représentation. Représentation qui signifie une sorte de présence qui n'est pas vraiment présente. Parce que dans la représentation, il y a le mot présence, et présent. C'est un faux présent et une fausse présence, la représentation. Alors, qui d'ailleurs nous renvoie au problème du langage et des femmes. Bon, et la grande difficulté, la création du manque, c'est la question du contexte. Le grand défaut de beaucoup de gens, quand ils abordent un sujet, c'est de ne pas situer le contexte. C'est-à-dire de ne pas avoir conscience du manque, de ce qui manque pour comprendre ce qui est dit ou ce qu'on voit. Or, généralement, on ne peut pas. Le contexte, il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Qui sait ce qu'est le contexte? Qui sait s'il a la totalité du contexte? Je donnerai quelques exemples simples. Imaginez par exemple que l'on vous donne une liste d'astrologues, en disant voilà, ces astrologues-là, ce sont les astrologues les plus importants de la fin du XXe siècle. Si vous ne connaissez rien au sujet, vous devez prendre ce qu'on vous dit pour argent comptant. Vous n'avez pas conscience du manque. Vous n'allez pas dire, et pourquoi vous n'avez pas parlé de celui-ci? Et pourquoi vous n'avez pas parlé de cet ouvrage? Il faut déjà, pour pouvoir interpeller la personne qui dit cela, avoir une sérieuse connaissance du domaine. Et une connaissance qui va au-delà de ce qui vous est proposé, de ce qui vous est présenté. Le contexte, le manque du contexte, l'ignorance du contexte, c'est la hantise, c'est l'hypothèque qui est mise sur n'importe quel propos. À partir du moment où je ne connais le contexte que partiellement, qu'est-ce que vaut mon propos? Et puis l'autre contexte, c'est pas seulement le contexte spatial, c'est aussi le contexte temporel. Comment rétablir le contexte temporel? C'est-à-dire comment rétablir tout ce qui a précédé et tout ce qui peut éventuellement d'ailleurs avoir été délesté, qui peut avoir disparu en cours de route. Ça aussi, c'est de l'ordre du contexte. Et on voit bien que l'approche contextuelle est un idéal épistémologique fondamental, dont se rapprochent plus ou moins certaines personnes et dont d'autres personnes sont à 100 lieues. Et qui d'ailleurs se font une raison. Ah oui, ben moi je connais pas le contexte, je ne connais pas l'arrière-plan, je ne connais pas le background, je ne connais pas le tenant et les aboutissants, ben, que voulez-vous, bon voilà, hein, qu'est-ce que j'y peux? Et quand vous rassemblez des gens qui sont décontextualisés, si on peut dire, c'est-à-dire qui ne sont pas en prise avec le contexte, qui ne sont pas en recherche du contexte, qui ne savent pas comment accéder au contexte, comment le reconstituer, parce que le contexte, il n'est pas forcément donné.
il est à chercher. Il peut avoir été évacué ou avoir été gommé, mais il est quand même là, quelque part. Et le rôle du chercheur, c'est de montrer, de faire réémerger le contexte absent, de passer de l'absence à la présence, de ressusciter et de réactiver, de faire réapparaître le contexte. Alors, vous mettez donc des gens qui n'ont pas accès au contexte et qui donc se contentent de ce qu'ils ont sous la main, des moyens du bord. Ben, vous les mettez ensemble, ils vont s'arranger entre eux. Ils vont peut-être pas être forcément d'accord entre eux, parce que justement, il y a des éléments qui manquent. Mais ils vont essayer de travailler avec ce qui est là, ce qui est donné là, par les uns et par les autres. Parce que ce qui est connu, ce qui est de l'ordre de la rumeur, ce qui est accepté en général. Et ils vont faire leur petite cuisine avec ça. Il ne faut pas les troubler, ces gens-là. Ils sont surtout dans le langage, notamment. Le langage, c'est fondamental, le langage. Le bagage culturel, intellectuel de 90% des gens, c'est leur langage. C'est ce qu'ils ont appris quand ils ont appris à parler, à écrire et à lire. Pour eux, le langage est porteur de savoir. Si on veut savoir ce que veut dire tel mot, eh bien, il faut voir comment ce mot est utilisé. Il ne s'agit pas de savoir quelle est la réalité qui est derrière ce mot. Non. Ce qui compte, c'est comment, c'est la réalité langagière du mot, la réalité sémantique, les associations d'idées, les synonymes qui sont liés à ce mot. En fin de compte, le langage devient le contexte. Le contexte, c'est tout ce que ces mots peuvent évoquer. Ce n'est pas le contexte historique, ce n'est pas la recherche de la genèse, de la diachronie, non. On est dans une sorte de structuralisme, si on veut, qui implique que le langage soit une structure parfaitement exhaustive, en quelque sorte, autonome, totale, et qu'il suffit de voyager dans ce langage pour avoir ce qu'il faut pour fonctionner. Alors, donc la notion de contexte, sous cet angle-là, prend une autre dimension, évidemment. C'est-à-dire que il y a la contextualisation langagière, qui est une sorte de patrimoine commun au groupe, donc ils vont pouvoir partager. Et puis il y a la contextualisation, je dirais, scientifique, historique, diachronique, qui est celle des chercheurs, de tel et tel chercheur, même plus exactement, qui va montrer ce qu'il en est réellement. Il y a là une confrontation entre ces différentes approches. Une confrontation entre plus ou moins celle des hommes et des femmes. Alors, tout cela est encore à l'état d'ébauche. La recherche se poursuit, la réflexion se poursuit.
Mais on va plus ou moins dans cette direction. C'est-à-dire qu'il y a le monde de ceux qui observent les choses, et il y a le monde de ceux qui ne perçoivent le monde qu'à travers les mots. Ces mots devenant par eux-mêmes la réalité et le contexte. Donc on a tout là, c'est-à-dire que le langage donne tout. Il y a une totalité langagière qui est assez excitante, mais qui a le petit défaut d'être décalée par rapport à la réalité. Je terminerai par une petite anecdote. Le dimanche, je vais souvent dans un café philo à la Bastille, je ne sais pas lequel, il y en a plusieurs. Et un des débats qui s'est offert récemment a posé le problème suivant, en fait, c'est que est-ce que certaines personnes, par exemple, on a parlé des femmes, par exemple, on a parlé de la question des femmes, et on a dit, ah oui, la science dit ceci ou cela sur les femmes. La science ne voit pas de différence entre les hommes et les femmes, des choses comme ça. Mais la science, qu'est-ce que c'est la science en l'occurrence? La science, dans le cas précis, c'est du discours, c'est du langage. Et il n'y a pas que ça dans la vie, que le langage, mais aussi la réalité. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. Il suffit d'ouvrir les oreilles pour voir qu'elles ne parlent pas de la même manière, qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. Donc même si la science, à un moment donné, ne parvient pas à expliquer ces différences, elles n'en existent pas moins. Voyez-vous ? Donc, il y a là des choses qui sont évacuées, en quelque sorte, parce qu'elles ne sont pas encore explicitées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours dessus. Mais ce discours dessus, il n'épuise pas du tout la réalité. Et vouloir réduire cette réalité à ce qui en est dit, c'est tout le débat. Voilà, donc il y a là une tension, je ne sais pas si je suis arrivé à la restituer dans son acuité, mais il y a une tension véritable entre ceux ou celles qui peuvent prendre du recul et qui peuvent aller au-delà de ce qui est dit et présenté ici et maintenant. C'est un peu le mythe de la caverne, en fait.